Bonjour et bienvenue sur Agnew Sécurité. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Gillot et Monsieur Janet. Avant de commencer l'interview, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Dominique Guillou, je suis le directeur de la sécurité et de la prévention de la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée, en banlieue nord de Paris. Et comme vous avez dit à juste titre, je suis accompagné de mon collègue et camarade Gilles. Bonjour, Gilles Janel, je suis coordinateur des polices municipales de l'agglomération Plaine-Vallée et chef de service de police municipale. Très bien, merci pour ces précisions. Donc, aujourd'hui, nous réalisons cette interview puisque le Sénat a adopté le projet de loi sur l'extension des prérogatives des policiers municipaux et des gardes champêtres, donc le 10 février 2026. Quel regard portez-vous sur ce projet de loi ? Je pense qu'il était nécessaire. La dernière grande loi concernant les polices municipales datait du 15 avril 1999, c'était la loi Chevènement. Depuis cette date, il y avait eu que quelques modifications vraiment à la marge portant et donnant des nouvelles prérogatives aux policiers municipaux. Et puis aujourd'hui, l'apport des éléments et des nouvelles prérogatives, des potentielles prérogatives, puisque là, il faut attendre donc le dernier vote de l'Assemblée nationale qui interviendra dans les semaines qui arrivent. Je pense que de toute façon, faut que ça corresponde aussi à des besoins d'évolution de la société. Et effectivement, là, il y avait vraiment du retard à prendre sur l'accentuation de certains des pouvoirs des policiers municipaux. Oui, en effet, la loi 99 avait comme but de répondre à un format de police municipale des années 2000. Cependant, elle était déjà assez imparfaite dès sa sortie. Très rapidement, à l'usage, nous nous sommes aperçus qu'elle ne répondait pas à toutes les demandes. Le temps passe. Depuis une dizaine d'années, la police municipale prend de l'ampleur. On a grosso modo 45% d'effectifs en plus par rapport à la loi 99. Les violences urbaines de 2023 également qui sont passées par là et qui ont révélé un certain nombre de carences dans notre emploi, dans notre doctrine d'emploi et également dans l'emploi que les maires peuvent faire de leur police municipale. Donc il était temps aujourd'hui de remettre un petit peu les choses à plat, même si cette nouvelle loi ne remet pas tout en cause, ça commence déjà à combler un certain nombre de brèches. Et en quoi ce texte modifie-t-il donc concrètement les missions des polices municipaux ? Alors, les missions ne seraient pas changées. Le mode d'opératoire de ces missions, lui, risque de changer avec cette loi. Nous restons toujours agents de police judiciaire adjoints, nous sommes toujours sous les ordres du maire. Maintenant, il est question, d'une part, d'avoir des prérogatives élargies pour des polices municipales qui seraient autorisées à élargir ces prérogatives par le maire et le conseil municipal, sans modifier pour autant nos prérogatives, nous serions toujours à PJA, avec des garanties de fonctionnement et de formation qui seraient assez proches de ce qu'on pourrait attendre d'un officier de police judiciaire, mais sans que nous soyons officiers de police judiciaire. Donc c'est un petit peu quelque chose de nouveau. Pour le moment, on ne sait pas encore vers quoi nous allons dans ces prérogatives, puisque ce n'est pas, comme le disait M. Guillou, encore voté par l'Assemblée, et ce n'est pas encore passé par une probable intervention du Conseil constitutionnel. Je pense qu'elle est probable puisque dans la dernière loi sécurité globale, un certain nombre d'avancées reprises dans ce texte actuel avaient déjà été mises en place et avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel. Je pense notamment aux amendes forfaitaires délictuelles. Ce qui est quand même assez intéressant et tout l'intérêt du travail très approfondi des membres de la commission chargée de l'apport de cette loi auprès du Sénat et chalurait les travaux qui ont été portés par Jacqueline Eustache-Brinio, c'est qu'en fin de compte, le point ou le spectre par lequel elle a fait, comment dire, évoluer cette réglementation et fera évoluer cette réglementation, c'est qu'elle s'est réintroduite dans une logique de compétences des maires, parce que les pouvoirs de police municipale, ce ne sont pas des pouvoirs qui sont directement induits
au statut des policiers municipaux, mais c'est des pouvoirs qui appartiennent aux maires. Et en l'état, il appartiendra quand même, si certaines parties de ces éléments d'évolution de texte viennent à voir le jour, il appartiendra toujours à l'autorité territoriale de valider ou de ne pas valider via la convention de coordination la mise en application de ces compétences complémentaires. Donc tout l'intérêt, il a été de repositionner le maire comme étant la pierre angulaire du dispositif. Et je pense que l'intelligence du travail qui a été fait a déjà été fait et porté par cette introduction de modifications. Très bien. Et donc, dans votre cas, comment la police municipale est-elle organisée au sein de la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée? Alors, nous, on a en 2006, alors je vais vous parler de ce que j'ai fait et Gilles vous parlera de ce qu'il a été amené à faire dans les semaines qui arrivent. Moi, en 2006, quand je suis arrivé à la communauté d'agglomération, en qualité de directeur de police municipale, donc j'étais, comme je vous disais, le premier directeur de police municipale à être nommé en France. Mon travail a été de travailler à l'harmonisation et la mutualisation des services de police au sein d'une intercommunalité. Alors, il y avait déjà eu des exemples qui avaient été faits, je prendrai celui de Roissy-Porte-de-France, mais une chose est claire, c'est que le mode de fonctionnement que l'on voulait, nous, pour la communauté d'agglomération, c'était de la vallée de Montmorency à l'époque, c'était à la CAVAM, c'était sur un mode de fonctionnement qui était complètement différent. Aujourd'hui, de manière très simple et très concrète, la communauté d'agglomération recrute les policiers municipaux et les met à disposition par voie de convention aux communes du territoire de Plaine-Vallée qui ont mutualisé, qui sont dans une logique de mutualisation de leurs services de police municipale. L'employeur, donc la CAVAM, a un emploi statutaire, on est chargé du recrutement, on est chargé du suivi d'information, on est chargé du suivi des demandes de port d'armes, d'acquisition des moyens techniques et matériels. Et opérationnellement parlant, ils restent sous l'autorité du maire de la commune sur laquelle ils sont affectés. Donc, un emploi statutaire, un emploi fonctionnel, un emploi statutaire porté par le président de l'agglo, un emploi statutaire porté par le maire de la commune sur laquelle ils sont amenés à opérer au quotidien, en sachant qu'ils ont une compétence territoriale sur l'ensemble du territoire communautaire et qui peuvent intervenir sur le territoire des 18 communes de la communauté d'agglomération. Voilà. Ça, c'était le schéma que l'on avait jusqu'en 2026. C'est un schéma qui est alors un peu vieillissant, oui, qui est vieillissant, puisqu'il a quand même, là, il a 20 ans. C'est un sujet qui doit être retravaillé. Et là, donc, Gilles, lui, son job pour les semaines qui arrivent, donc dans la prospective et dans la perspective de la fin de l'année 2026, c'est d'apporter donc une nouvelle organisation à tout ça, ou moins des nouvelles hypothèses d'organisation. Mais ce sera lui qui va mieux vous en parler que moi. Voilà, aujourd'hui, le mode de fonctionnement est suffisamment efficace pour répondre à nos besoins actuels. Avec le changement de société, les attentes différentes de la population, les attentes différentes aussi des élus, et à plus forte raison avec des élus qui seront peut-être nouveaux à la suite des élections municipales, il faut se réinterroger sur notre format. Est-ce que le nombre d'agents est suffisant? Est-ce que la dotation matérielle est suffisante? Est-ce que cette dotation en matériel, est-ce que la répartition des agents est toujours aussi pertinente par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui? La formation, est-ce que la formation est suffisante par rapport à ce que nous vivons? La loi, le projet en cours, avec ce changement de prérogative qui risque de nous arriver, va nécessairement induire de nouvelles formations à minima pour les cadres et en tout cas pour les gradés. Donc il va falloir se réinterroger sur le mode de fonctionnement, non seulement actuel par rapport à ce que nous avons déjà vécu, mais dans les années qui viennent pour que ce mode de fonctionnement puisse être peut-être pas pérenne en tout cas, mais suffisamment solide pour répondre aux attentes sur au moins le mandat à venir sur les 6 prochaines années. Donc cette extension des prérogatives implique-t-elle aussi un changement de doctrine d'emploi? C'est possible. Il y a de fortes probabilités. La doctrine d'emploi, c'est justement là tout le point d'achoppement, c'est qu'effectivement, alors nous, on a la chance d'en avoir une et
on a la chance d'en avoir une parce qu'on a retraduit les attentes et les besoins des élus et en termes de sécurité, en termes d'emploi des policiers municipaux de manière très précise, mais par rapport aussi à un contexte local et à une démographie du territoire qui est quand même aujourd'hui pour nous très, très précise, et avec une connaissance parfaite de nos phénomènes de délinquance. Donc, au regard de ça, on a pu écrire notre doctrine d'emploi, mais une doctrine d'emploi, c'est tout comme une organisation. À un moment, ça doit être révisé et donc réévalué dans un premier temps et révisé par la suite. Donc, oui, probablement, il y aura une modification et il y aura un changement de doctrine d'emploi. Après, voilà, ça vient à ramener aussi le positionnement de l'emploi et le positionnement physique du policier municipal dans un contexte de territoire, voilà, qui est tout aussi particulier d'une commune à une autre. Aujourd'hui, on a 3500 communes, on a un peu plus de 28 000 policiers municipaux, alors pas sur les 28 000 communes, en sachant que la grande majorité des services de police municipale, à 90%, sont composés de 5 agents minimum, à minima en dessous de 5 agents. Donc c'est très très particulier. La doctrine d'emploi ne s'opère pas de la même manière d'une ville comme Marseille, comme une commune du fin fond de la Bretagne. Hein. Donc j'ai rien contre les besoins ni contre les Marseillais, mais je vais mettre personne en opposition. Mais voilà, donc le contexte local, les besoins de la population, les attentes des élus locaux, tout ça doivent voilà, être retraduit de manière très, très précise dans l'exploitation de la doctrine d'emploi ou l'écriture de la doctrine d'emploi, avec aussi, effectivement, peut-être une perception un peu plus précise ou une implication un peu plus précise des modifications des textes de loi par rapport à leurs prérogatives. Mais ça, c'est des choses qui doivent être travaillées de manière très, très près, parce que derrière, quand on retravaille une doctrine d'emploi, on retravaille tout un ensemble de contextes qui peuvent avoir aussi une incidence. Pas uniquement une incidence en termes de visualisation, mais aussi une incidence financière pour la collectivité. Là, effectivement, les planètes sont alignées puisqu'on a une proposition de loi qui va voir le jour en même temps que des élections municipales. Donc, à la fois pour les élus qui ont déjà l'habitude de fonctionner avec l'APM et à la fois pour les nouveaux élus qui arriveraient suite à ces élections, ce projet de loi va nécessairement les pousser à s'interroger. Nouvelles prérogatives, vraisemblablement des accès à des amendes forfaitaires délictuelles nous permettant de relever un certain nombre de délits du quotidien, des matériels nouveaux tels que les drones qui étaient attendus depuis longtemps. En tout cas, l'emploi de drones, à la fois pour les manifestations sportives, culturelles ou festives de haute ampleur, ou les incidents de voie publique tels qu'on a pu vivre avec les violences urbaines de 2023, un élargissement de nos prérogatives en matière de relevé d'identité, en matière d'inspection visuelle des coffres de véhicules. Donc voilà, ça fait quand même un certain nombre de choses qui fait que sur le terrain, la police municipale pourrait être employée à autre chose que ce qu'elle fait aujourd'hui. Aujourd'hui, très souvent, nous devons faire appel à la police nationale ou la gendarmerie pour nous renforcer, ce qui fait que notre montée en puissance destinée à alléger le travail de l'État, finalement, devenait obérée par les prérogatives qui ne suivaient pas. Et donc, par ailleurs, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les principaux enjeux pour une communauté d'agglomération telle que Plaine-Vallée ? Alors, je laisserai à Gilles le soin de parler de l'activité policière. Moi, l'apport que je vois par rapport à cette loi, et notamment parce que c'est un sujet qui a été amené à être traité lorsqu'on a repensé le dispositif de vidéo de protection à l'échelle intercommunale, en sachant qu'on est quand même sur un dispositif dit de dernière génération pour lequel on a été les pionniers en 2006, puisqu'on a écrit quelques lignes de la loi sur la prévention de la délinquance permettant aux intercommunalités de mutualiser leur système de vidéoprotection. Aujourd'hui, ce qu'on peut s'apercevoir, et avec l'intégration des drones, l'intégration des drones dans l'exploitation
de l'image sur les espaces publics, c'est que nous, ça viendrait à nous solutionner certains de nos problèmes portant sur la surveillance des manifestations sportives ou culturelles pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas de matériel suffisamment mobile pour assurer la sécurisation des systèmes et on l'a vu, il a fallu qu'on trouve une solution, notamment lorsque l'on a sécurisé le parcours de la flamme olympique sur les JO 2024. À juste titre, comme le soulignait Gilles, lorsqu'on a été amené à gérer les violences urbaines de 2023, on avait un maillage de caméras qui est suffisamment dense et suffisamment important qui nous a permis à nous de limiter autant que soit peu la casse en termes de violence urbaine parce qu'on a eu très peu de dégradation vu l'intensité du mouvement et vu l'organisation des individus qui venaient à creuser et à créer des troubles. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'exploitation du drone nous permettrait d'être beaucoup plus mobile, d'être beaucoup plus agile dans l'exploitation de la vidéo et des systèmes de vidéo. Et donc ça, pour nous, c'est demain un enjeu qui est incontournable parce que de toute façon, c'est frapper du coin du bon sens là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies, autant les utiliser. Et en plus, les nouvelles technologies permettent effectivement, et là, ça peut aussi garantir à la neutralité et au respect des libertés individuelles, c'est que les images qui sont transmises sont visualisées d'une par des opérateurs et deux ne viennent pas à nuire à l'intégrité de la personne en termes de liberté individuelle. Voilà. Après, pour la communauté d'agglomération, en termes de pouvoir de police ou c'est Gilles va apporter un éclairage beaucoup plus appuyé que moi je pourrais vous l'apporter. Disons qu'en plus du centre de supervision urbain qui effectivement avec les drones disposerait de moyens complets entre les caméras fixes, les caméras nomades, les caméras piétons des policiers qui peuvent être reliés au CSU en direct, l'arrivée des drones, donc ça nous donne quand même une vision à la fois préventive et opérationnelle en matière d'intervention qui serait totalement complète. Pour ce qui est des nouvelles prérogatives qui arriveraient dans ce projet de loi, et là, je pense que la communauté d'agglomération Plaine-Vallée étant quand même l'un des services de police municipale les plus importants de l'Île-de-France en termes de territoire, en termes de volume de personnel, en termes aussi d'intervention et de savoir-faire, ces prérogatives, nous ne pouvons pas ne pas les appliquer pour continuer à être parmi les services les plus innovants. Ce serait en même temps un gage pour nos élus de suivre les évolutions de la société, et la société évolue très vite, pratiquement plus vite que nous-mêmes nous évoluons, avec des capacités pour les policiers de répondre à ces attentes, à la fois les attentes des élus, à la fois les attentes de la population qui est de plus en plus exigeante pour le maintien de son cadre de vie, et en même temps pour les collègues des forces d'État qui font de plus en plus appel à nous. D'ailleurs, c'est même plus vraiment faire appel, c'est qu'on se coordonne régulièrement pour toutes les grandes opérations, telles qu'on va le faire pour les élections, telles qu'on l'a fait pour les grandes soirées du 31 décembre ou des violences urbaines. Donc ces compétences, ça va effectivement nous amener à nous réinterroger sur beaucoup de choses et à nous replacer dans une obligation de modernisme et de répondre à cette évolution de la société. Et donc, selon vous, quelles seraient donc les limites à ne pas franchir concernant les pouvoirs accordés aux polices municipales ? C'est difficile à dire. Les premières limites, évidemment, ce sont les limites imposées par la volonté de nos élus qui sont quand même en charge de définir la doctrine d'emploi et le périmètre d'intervention de la police municipale. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve en termes de réglementation et d'évolution ? C'est difficile à dire. Une chose est sûre, moi je suis persuadé que la société évoluant très vite, les besoins évoluant très vite, la police municipale évoluera encore. Ce projet de loi que nous étudions aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la loi 99. C'est-à-dire que ceux qui ont débuté en police municipale il y a 20 ou 25 ans ne s'attendaient peut-être pas à vivre tout ce que nous vivons aujourd'hui.
avec que ce soit sur les domaines de l'armement, de l'extension de nos prérogatives judiciaires, de nos moyens aussi, avec les drones, les HERS, enfin on nous parle d'énormément de choses. Donc en 25 ans, la police municipale a évolué d'une manière qui était imprévisible, non pas à ses débuts, puisque c'est quand même l'une des plus vieilles polices de France, mais en tout cas, quand la loi 99 est sortie, aujourd'hui, je suis persuadé que cette évolution continuera et que la manière de faire de la police municipale dans 5 ans, 6 ans, 10 ans ne sera même pas celle que nous vivons actuellement. Il y aura une évolution. Laquelle? Ça, c'est la société qui le dira et les élus qui le définiront. Tant qu'aux limites à pas franchir, je pense que la limite relève du rattachement direct des policiers municipaux à soit un commissaire de police ou soit un colonel de gendarmerie, soit un représentant local des forces de sécurité de l'État, un rattachement direct en termes de pouvoir et de commandement, en sachant quand même que les élus locaux restent, et les maires adjoints restent quand même l'employeur et les donneurs d'ordre en termes de mission pour les policiers municipaux. Et cet attachement, je pense qu'il faut qu'il soit pérenne, il faut qu'il demeure et qu'il perdure. Parce que il y a dans la notion de politique de sécurité locale, il y a aussi le terme de politique, et la politique doit être portée par le politique, et ça doit rester du local. Donc la définition de la politique locale de sécurité déterminée par les élus, c'est pas simplement dans la sémantique, c'est aussi dans son application. Et attention à cette dérive à l'avenir, c'est qu'il faut pas qu'on soit dans une dualité de compétences ou de pouvoir ou d'autorité de commandement. Il faut que cette autorité de commandement reste et demeure sous la coupelle des élus locaux. Très bien. Et donc, pour finir cette interview, quelles actions de coopération menez-vous donc à la fois avec la police municipale et aussi la sécurité privée? Ah, mais la sécurité privée a tout son rôle à jouer dans nos dispositifs. De même que nous avons été fortement déployés pour alléger les contraintes qui pèsent sur les corps d'État, en prenant à notre compte de manière complètement organique et autonome un certain nombre de grandes manifestations de voie publique. La sécurité privée a depuis une bonne dizaine d'années tout son rôle, en nous permettant également de nous alléger dans nos contraintes opérationnelles, pour nous concentrer sur la voie publique. Les exemples sont nombreux. Sur des bâtiments publics, la sécurité privée nous a permis de contrôler les accès pendant les périodes Vigipirate ou alerte attentat, évitant ainsi de maintenir des policiers et de limiter notre capacité opérationnelle. Sur des grandes manifestations sportives ou festives comme la fête nationale ou des grandes rencontres sportives, le périmètre est souvent contrôlé par la sécurité privée et le contrôle d'accès fait par la sécurité privée. Ce qui fait que nous intervenons avec des effectifs un peu plus réduits de manière isolée au profit d'une présence accrue en matière de sécurité urbaine. Et ça nous permet, nous, d'intervenir en renfort de la sécurité privée lorsqu'ils ont affaire à des événements qui dépassent leur capacité juridique. Mais la sécurité privée a tout son rôle à jouer et il ne faut pas s'économiser de travailler avec la sécurité privée dans l'avenir. De toute façon, la sécurité privée, elle a été déjà... la sécurité privée, aujourd'hui, c'est un peu plus de 180 000 agents. Donc aujourd'hui, ils font partie du continuum de sécurité, ce qui avait été aussi observé lors de leur entrée dans l'application de la loi, et notamment sur la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité. Aujourd'hui, ils font partie du continuum de sécurité. Il faut aujourd'hui qu'on apprenne et peut-être qu'on définisse peut-être un petit peu mieux, comme on l'a fait avec la police et la gendarmerie et les PM, à travailler sur un travail de coordination à partir du moment où on est sur un même territoire. On le fait de manière un peu induite, et là je parle de la sécurité privée, mais c'est aussi les agents de sécurité de la SNCF et les collègues de la SUGE et les collègues du GPSR de la RATP. C'est aujourd'hui du personnel qui ont
qui relèvent aussi d'enjeux de sécurité publique au sens large du terme, et pas simplement sur les domaines de compétences ou des territoires ou dans des moyens qui relèvent de leur emploi. C'est voilà, une vision large. Donc nous, on sait qu'il y a vraiment de la porosité entre les quais d'une gare et le territoire. Et on l'a vu chez nous, on a 11 gares, donc on est obligé de se coordonner aussi, parce que quand il y a des problématiques de sécurité dans une gare, ça n'a pas que des enjeux ou que des conséquences sur le trafic des trains, ni sur la sécurité des dispositifs de la SNCF. Ça a aussi des enjeux de sécurité sur sur nos territoires, et des enjeux de sécurité, c'est aussi des enjeux économiques. Donc voilà, on a des enjeux économiques, des enjeux d'image, des enjeux de valorisation du patrimoine, on a toutes ces choses-là. Donc la sécurité privée, et comme la police ou la gendarmerie, le partenariat, il est essentiel. Nous, c'est pas une question qui se pose, parce qu'on a un partenariat, une coordination très très forte, et on l'a vu durant beaucoup d'opérations, et depuis de nombreuses années, on travaille pas les uns sans les autres, et puis surtout on ne travaille pas les uns contre les autres, parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc on est dans une vraie dynamique de coopération, mais de coopération et de coproduction. Donc, mais ça, ici, c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps, et il n'y a même plus de débat là-dessus. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, et je vous souhaite bon courage pour la suite de vos projets. Merci beaucoup. Merci.